Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les travailleurs sont attachés, détachés la semaine et le dimanche et personne n'est content. Libération, le retour du plombier polonais. Le Parisien aujourd'hui en France, la nouvelle bataille du dimanche. Les Échos, travail du dimanche, ce que prépare Matignon. Le Figaro, travail dominical vers une réforme à minima. Et comme personne n'est content, eh bien ça se bouscule dans la rue. L'Opinion, manif, le rouge et l'humanité, révolution fiscale, l'affaire du peuple. On commence avec les mouvements sociaux. On en a parlé ce week-end, ça continue aujourd'hui. Alors le titre qui résume le mieux la situation, paradoxalement, c'est sur le site Atlantico. Encore un coup du jumeau maléfique de François Hollande. Le gouvernement décide de taxer les rivières. Et oui, pour ceux qui croyaient que la pause fiscale c'était maintenant, on va financer l'entretien des cours d'eau sur le dos des paysans qui ont une rivière au milieu de leur champ. Dans Ouest France, Michel Urvoas s'inquiète de l'effet conjugué de la crise et de ses ravages sociaux et d'une fiscalité qui achève de désolidariser l'individu du collectif. Étrange pays, écrit Jean-Louis Hervois dans La Charente libre, où tous les mécontentements défilent pendant 2 jours comme un catalogue dont on tournerait les pages. Faut-il tout additionner ? Soustraire une manifestation à une autre ? Alors bien sûr, on pourrait ironiser sur les chiffres de la manifestation d'hier. Même l'humanité ne reprend pas les 100 000 annoncés par Jean-Luc Mélenchon. Mais dans les Échos, Cécile Cornudet note le record de la journée, celui de la divergence des chiffres. Elle parle de Jean-Luc Mélenchon face au bonnet rouge comme d'un homme qui courtise patiemment une femme avant qu'elle ne choisisse de partir avec un autre. Maigre consolation, prétendre que sa manifestation n'a rassemblé que 7000 personnes, c'est prouver de la part du ministère de l'Intérieur qu'on le craint encore. Mince victoire, dit Cécile Cornudet. Trop favorable à l'immigration quand le peuple de gauche ne l'est plus, trop lié à l'histoire partisane du pays quand les Français rejettent les partis. Dans l'éclair des Pyrénées, Patrice Carmouze y voit un spectacle pathétique. Il n'y a plus grand monde, dit-il, pour accorder crédit à des politiques dont le seul mode de gouvernement est la dépense publique. Il n'y a donc pas une autre politique à mettre en place, mais une autre démocratie à inventer, probablement plus locale et plus modeste. C'est ce que n'ont pas compris Mélenchon et les autres. Et c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui on ne soit pas capable de mesurer, de chiffrer des manifestants de manière incontestable. Non, mais à ce point-là, c'est un gag. C'est incroyable. L'insécurité aussi avec le bijoutier de Cézanne dans la presse. Exactement. Alors il faut lire le très intéressant reportage de Violette Lazare à Cézanne, où un bijoutier, donc vous le disiez, a tué son braqueur. C'est l'image d'une France raisonnable mais excédée, où personne ne se réjouit de la mort d'un homme. Même si, comme le dit l'un d'eux, on ne peut pas se laisser faire tout le temps. Alors il y a aussi le portrait du braqueur, Fétier, 36 ans, plongé dans un monde où l'on disserte sur les qualités des braqueurs. Il n'était plus en état de monter sur un braquage, dit un ami. On accuse la prison de l'avoir brisé, lui qui, depuis ses 15 ans, volait pour se payer des survêtements à la mode, pour flamber. Pour un autre portrait des cités, il faut lire aussi ce matin la page du Monde qui raconte les années 80 et l'arrivée de l'héroïne dans les banlieues. C'est un récit terrible de la face cachée de l'après-marche des beurs. Les morts du sida, sans aucun chiffre, personne n'a jamais compté. L'abandon, l'absence totale de prévention, l'indifférence médiatique, tout ce qu'on paye aujourd'hui. Et puis, il y a des franchouillards dans la presse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Natacha ? Il y a eu la une du Point sur les néocons, vous savez, ceux qui ont le mauvais goût de ne pas croire à la mondialisation vous heureuse. Aimé, comme ils vous citaient, vous n'avez pas aimé. C'est pas pour ça, c'est pour des raisons. Mais justement, il y a la réponse de Marianne cette semaine. Le franchouillard se rebiffe. Avec un édito signé François Darras. Face aux maoïstes reconvertis dans l'ultralibéralisme, le succès du plus anti-68ard, du plus jouissivement réac des films, les tontons flingueurs, nous dit quelque chose de l'état de la France. Marianne renvoie dos à dos l'intellectualisme d'enfermement et l'anti-intellectualisme qui fait le lit du Front National. Le premier, dit Marianne, dope le second. Entre les deux, la défense de la franchouillardise, du petit salé aux lentilles et de l'époisse. Et la preuve pour Marianne, c'est que Lucien de Wirth, gaulliste de tripe, père de la contraception qui s'est opposé à tous les conservateurs, il était le prototype du franchouillard bon vivant, enraciné dans son terroir. Leclerc, Michel-Édouard Leclerc n'a peut-être pas intérêt à lire toute la presse aujourd'hui. Oui, ça c'est le contraire de la défense des terroirs, c'est-à-dire dans la revue Au Fait, enquête sur l'indécent système Leclerc. Comment les prétendus défenseurs du pouvoir d'achat écrasent les producteurs et tuent les commerces de centre-ville. Un système où les franchisés ont droit par exemple à des voitures de luxe immatriculées au Luxembourg et s'enrichissent par les loyers de leurs centres commerciaux. Et pour être le magasin le moins cher de France, le supermarché Leclerc de Lanester achète les produits des grandes marques Coca-Cola, L'Oréal, etc. en Espagne et les fait venir par camion. C'est le meilleur des mondes. Lanester, c'est du côté de l'Orient, en Bretagne. Finistère.
On termine avec une histoire dans Le Monde qui vous a beaucoup plu. Oui, un petit entrefilet qui raconte l'histoire d'un ingénieur qui, il y a quelques années, a cru en l'émergence de cette monnaie virtuelle, les bitcoins. Il en possédait 7500 dans son portefeuille numérique. Cet été, une envie de ménage le prend, il jette un disque dur qui était le reste d'un vieil ordinateur en panne, avec la sensation qu'il commet une boulette. Ah, ça nous arrive tous, Dans ça. le On fait disque, un truc, oui, on dit voilà. faut pas et on sait pas Dans pourquoi. le disque dur, il y avait le code d'accès à son portefeuille virtuel. Les bitcoins, eux, ont franchi le seuil des $1000. Son pactole vaudrait 4,8 Non. millions d'euros. Enseveli sous 1 mètre de détritus à la décharge de Newport. Alors la ville a déjà interdit les chasseurs de trésors qui voudraient aller fouiller. Mais la décharge, à mon avis, risque de devenir un lieu très à la mode. Évidemment. Merci Natacha Polony. À demain matin.